Bonsoir à tous. Alors je faisais une petite précision avant de commencer, c'est que donc c'est un secret pour personne, en dehors de l'Institut Sapiens, je suis aussi salarié à la direction de la communication chez Total, mais tout ce que je vais vous raconter, aussi bien dans l'exposé que dans le débat, est tout à fait déconnecté de mes fonctions chez Total. Alors j'ai choisi de vous présenter un sujet avec un titre un petit peu provocateur. Est-ce que la croissance verte est une réalité ou bien une utopie ? Alors pour ce faire, je voulais vous montrer un petit modèle finalement assez simple du fonctionnement de notre société de consommation au sens large. C'est finalement une société avec une entrée, une production, une sortie. On rentre en fait aujourd'hui à peu près 160 pétawattheures d'énergie dans notre système socio-économique, dont essentiellement des fossiles qui représentent, on en rediscutera pendant le débat, mais qui représentent 85% de la consommation d'énergie aujourd'hui. Cette énergie va produire un produit intérieur brut qui est de l'ordre de 80 téradollars aujourd'hui, 80 000 milliards de dollars, et donc je dirais que c'est une croissance brune par rapport au pétrole. Et enfin, on va en sortir un flux d'entropie qui est essentiellement le fameux CO2 responsable du dérèglement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, qui est de l'ordre de 35 milliards de tonnes de CO2. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut remplacer, et il veut bien, ce flux d'énergie rentrant fossile par des énergies renouvelables, donc j'ai pris ici l'exemple du solaire, de l'hydrogène et de l'éolien, transformer un flux d'entropie sortant en un flux d'entropie nul, plus d'émissions de CO2, et éventuellement même récupérer une partie de l'entropie pour la ramener en flux d'énergie, ce qu'on appelle de l'économie circulaire, et transformer le produit intérieur brut en un produit intérieur brut vert, c'est-à-dire en une croissance verte. Et je vous dis tout de suite que je ne crois pas du tout à ce modèle, avec trois arguments que je vais vous développer maintenant. Le premier, je crois que tout le monde connaît ce monsieur, il s'appelle Joseph Schumpeter, il est l'inventeur de ce qu'on appelle l'innovation destructrice. L'innovation destructrice, c'est très simple, je vous prends ici l'exemple du disque vinyle qui a d'abord été détruit par le CD, qui lui-même a été détruit par le numérique, et donc l'innovation destructrice, ça veut dire que pour faire de la croissance, il faut une innovation qui détruise la technologie précédente. Or, si je regarde les renouvelables, le moulin à vent, qui est l'ancêtre de l'éolienne, c'est moins 2000 avant Jésus-Christ. L'électrolyse de l'eau Nicholson en 1800. La première voiture électrique Strating en 1835, c'est-à-dire 30 ans avant le moteur de Rudolf Diesel. La pile à combustible Schönbein en 1839. Hertz découvre l'effet photoélectrique qui est à la base du solaire en 1886. Et les deux premiers moteurs, Diesel et Ford, le font marcher, le diesel à l'huile d'arachide et Ford avec des biocarburants, donc c'est-à-dire avec des biocarburants. Et en fait, toutes ces très belles innovations ont été détruites par une autre innovation qui s'appelle le baril de pétrole. Et donc un premier argument, c'est que j'ai du mal à croire que les renouvelables seront l'innovation destructrice du pétrole, alors que le pétrole a été quelque part l'innovation destructrice des renouvelables. Premier argument. Le deuxième argument veut faire de la croissance verte, mais en fait, les renouvelables sont-ils réellement aussi verts qu'on ne le dit ? Alors oui, si on regarde uniquement la phase d'utilisation, incontestablement, je suis vert, je ne produis pas de CO2. Mais si je regarde ce qu'on appelle l'ensemble du cycle de vie d'une énergie, depuis ici l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire l'abandon de la batterie, du panneau solaire ou de l'éolienne, je ne suis pas si vert que ça. Je prends l'exemple d'une éolienne de 2 MW, qui est quand même une toute petite puissance électrique, va quand même me consommer pour le socle 400 mètres cubes de béton. Pour ça, j'ai besoin de pétrole, de gaz et de charbon pour fabriquer mon ciment, donc je vais émettre. Et puis, j'ai besoin quand même de 150 tonnes d'acier. Mais bien pire, c'est la batterie d'une voiture. Alors, il y a une étude assez récente qui a été effectuée par le Swedish Energy Agency, qui montre en fait que le cycle de vie d'une batterie, depuis l'extraction des métaux rares nécessaires à la batterie jusqu'à son abandon, je vais pour fabriquer, j'entends bien pas pour consommer, mais pour fabriquer 1 kWh de batterie, ça va me consommer à peu près, ça va m'émettre 200 kg de CO2.
Donc j'ai pris l'exemple d'une Tesla de 85 kWh, je fais 85 fois 200, ça me fait 17 tonnes de CO2. Et si je prends une voiture thermique, diesel ou essence, qui va m'émettre environ 130 grammes de CO2 par kilomètre, eh bien en fait je vais la compenser, mais je vais compenser mes 17 tonnes au bout de 130 000 km, ce qui est déjà une durée de vie extrêmement longue pour la batterie. Et encore, je vous fais l'hypothèse que tous les kilowattheures que je vais injecter dans la batterie quand je fais utiliser sont des kilowattheures verts, c'est-à-dire des kilowattheures qui n'ont pas été fabriqués ni avec du gaz, ni avec du charbon, ni avec du pétrole. Et quand je prends le mix européen actuel et que j'injecte ça sur mes 130 000 km, eh bien ce ne sont plus 130 000 km qu'il me faut pour compenser ma voiture thermique, mais c'est 600 000 km. Donc, les énergies vertes ne sont pas aussi vertes qu'on pourrait le croire. Et puis le troisième, c'est qu'elles sont surtout très inefficaces à cause d'être intermittentes. Comme disait Raymond DeVos, vous ne savez jamais où et quand. Les renouvelables, c'est pareil, vous ne savez jamais où et quand. Si je prends du nucléaire thermique ou nucléaire, c'est non seulement quand je veux, mais c'est aussi où je veux. C'est quand je veux, parce que finalement, je démarre ma centrale quand je veux, et évidemment, je la place où je veux. Alors certains me disent, il faut la placer à côté d'une rivière. C'est vrai, mais en fait, ça me donne quand même un certain nombre pour refroidir mon réacteur, ça me donne quand même un certain nombre de possibilités. Et mon nucléaire, du coup, ça fonctionne, ça fabrique de l'électricité, ça vous délivre de l'électricité, 80 à 90% du temps, ce qu'on appelle en électricité le temps de charge. Si je regarde les renouvelables, ben, c'est plus du tout quand je veux, où je veux. C'est quand Dame Nature veut, ben, il y a du soleil quand Dame Nature veut, il y a du vent quand Dame Nature veut, et c'est où Dame Nature veut, puisque, ben, comme vous le voyez ici, comme d'habitude, j'ai du soleil à Marseille et du vent dans le golfe d'Aquitaine, mais il pleut à Paris. Le résultat, c'est que le taux de charge, donc c'est-à-dire la durée pendant laquelle je produis de l'électricité, pour l'éolien est de 20% et pour le solaire de 12%. Donc tout ça pour vous expliquer, avec cette petite analogie, qui est assez intéressante, c'est qu'il paraît qu'entre Biarritz et Dunkerque, sur toutes les plages françaises, les gens, au fur et à mesure du temps, ont perdu de l'argent. Ils ont perdu des pièces de monnaie. Vous voyez chaque année, d'ailleurs, des gens aller chercher les pièces de monnaie avec un détecteur de métal. Vous avez une dispersion, et pourtant, il paraît qu'il y a entre 5 et 10 millions d'euros qui sont disséminés sous les plages françaises. Les renouvelables, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, globalement, ils sont dispersés. Ils sont gratuits, mais ils sont dispersés, donc c'est compliqué de les renouveler. Et c'est vrai que la technologie va certainement améliorer les choses. C'est-à-dire que dans une vingtaine d'années, le détecteur de métal, il sera probablement sur un quad, il sera plus performant et j'irai beaucoup plus vite. Mais il y a une chose que vous ne changerez pas, c'est la dispersion des pièces. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à ce modèle de renouvelable, c'est-à-dire le modèle global de renouvelable. Les renouvelables sont des excellentes énergies, mais qui sont des énergies purement locales. C'est-à-dire que je dois produire et consommer cette énergie là où elle existe, là où elle est produite, l'éolien là où il y a du vent, le solaire là où il y a du vent, mais je ne crois pas du tout au modèle où le soleil de Marseille va électrifier Caen et le vent de Bordeaux va électrifier Strasbourg. Ce que je crois, c'est donc en un modèle qui est beaucoup plus local et qui va devoir en plus s'appuyer sur des amis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a vu que les énergies étaient intermittentes et donc, quand elles ne fonctionnent pas, il faut bien un ami qui vient l'aider et les suppléer. Et comme on ne veut plus de charbon, vous avez deux amis possibles, c'est le gaz ou le nucléaire. D'où le modèle en lequel je crois, c'est que là où vous avez des très bons gisements de soleil et d'éolien, eh bien, j'utilise le soleil et l'éolien et j'ai des petites centrales gaz ou nucléaires de quelques mégawatts pour supplanter aux intermittences de soleil et de vent. Et là où je n'en ai pas, je suis bien obligé de continuer à utiliser soit du solaire, soit du gaz. Et donc, j'en reviens en conclusion à mon modèle initial, c'est que je ne crois absolument pas à une croissance verte. Je considère que c'est une utopie. Donc une croissance verte, c'est une société dans laquelle on a 100% d'énergie renouvelable. Je considère que oui, le futur de notre société, il y aura une partie de croissance verte, mais il y aura une partie de croissance jaune due au nucléaire et une partie de croissance bleue due au gaz. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie.